Oui, donc bienvenue à tous et merci d'être là pour une première collaboration entre le chaire sur l'arbre urbain et son milieu avec le Centre de foresterie de Laurentides et avec le CEF pour une série de conférences. Et on va faire une deuxième plus tard aussi en février. Nos conférenciers vont nous parler de vraiment une nouvelle initiative qui est vraiment intéressante comme approche pour essayer de restaurer le frêne qu'on sait qui est très attaqué par la grille. Et donc, je vous présente les deux conférenciers. En premier, Nathalie Isabelle, qui a fait ses études en foresterie à l'Université Laval du baccalauréat jusqu'au doctorat, et au cours duquel elle s'est spécialisée en génétique des populations. Elle était engagée en 1996 comme chercheur scientifique à Ressources naturelles Canada. Et depuis les années 2000, elle est prof associée à la chaire de recherche du Canada en génomique à l'Université Laval. Ses intérêts de recherche sont centrés sur le développement des connaissances et d'outils permettant de mieux comprendre la capacité d'adaptation des essences forestières et leur vulnérabilité face au changement climatique. Et elle étudie des traits fonctionnels clés que la tolérance à la sécheresse, en combinant avec des approches génomiques et de phénotypage de précision. Et deuxième, M. Yann Surget-Grosbas de UCO. Il a obtenu son doctorat en biologie à l'Université de Rennes en 2002. Ensuite, il a fait plusieurs stages postdoctoraux en Europe et aux États-Unis. Par la suite, il a pris la direction d'un laboratoire Ecological Evolution en Chine dans un jardin botanique XTBG, où il a commencé à travailler sur l'adaptation au changement climatique chez les arbres. Il est maintenant professeur à l'Université de Québec en Outaouais et chercheur de l'Institut des sciences de la forêt tempérée, où il travaille, entre autres, sur la génomique des paysages des feuillus canadiens. Donc, bienvenue et je vous laisse la parole. Donc, merci, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un projet sur lequel on travaille depuis presque 2 ans là, maintenant, qui consiste à essayer de sauver les frênes. Donc, c'est une initiative de restauration du frêne qui se fait, vous verrez, qui se fait en collaboration avec des chercheurs au Canada et aux États-Unis. Et en fait, on propose une nouvelle approche pour aborder ce problème de la disparition du frêne. Donc, je vais laisser Nathalie continuer. Oui. Bon, vous allez me dire pourquoi les frênes. En fait, depuis que la grille du frêne a été découverte en 2002 au Michigan, la grille du frêne s'est rapidement dispersée et a tué, en fait, c'est encore plus marqué aux États-Unis, plusieurs centaines de millions de frênes. La grille du frêne s'attaque à toutes les espèces nord-américaines, 16 en tout, dont plusieurs sont présentes dans l'ouest des États-Unis et dont 5 sont présentes au Canada. Pour ne nommer que le frêne de Pennsylvanie, en fait Green Ash ou Red Ash, dépendamment si on est aux États-Unis ou au Canada. C'est pour ça qu'on utilise plutôt les noms latins. Et aussi le frêne noir, donc Fraxinus nigra. Donc, les 16 espèces sont à risque d'être, en tout cas, de disparaître jusqu'à un certain point. Prochaine diapo, s'il te plaît. Également, la grille du frêne a d'ores et déjà des impacts environnementaux assez énormes, non seulement sur les écosystèmes forestiers, puisqu'il s'agit souvent d'habitats ripariens, mais aussi sur les écosystèmes, sur les forêts urbaines, puisque le frêne a été largement planté dans les villes en remplacement de l'orme d'Amérique. Enfin, le frêne est une espèce importante, prochaine diapo, pour les communautés, pour certaines Premières Nations qui utilisent le frêne noir pour la fabrication de paniers, une pratique qui est ancestrale.
Et dans ce cas-là, ce ne sont pas tous les frênes noirs d'un peuplement qui peuvent se prêter au battage du frêne. Cette pratique-là, donc, pourrait être aussi menacée. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur les caractéristiques des frênes recherchés, le CRMR a un projet de recherche sur le sujet. Prochaine diapo. Dans la lutte contre la grille, il y a plusieurs méthodes ou traitements qui sont disponibles, mais des études à plus long terme sont encore nécessaires pour valider les traitements disponibles. En attendant, faut-il baisser les bras? Eh bien non. Prochaine diapo. Partout dans le monde, on assiste à un changement de paradigme. Jusqu'à récemment, on avait très peu de moyens pour identifier les arbres résistants à une maladie ou à un insecte dans les populations naturelles ou en forêt. Avec les nouvelles technologies et les nouvelles applications de la génomique, comme la sélection génomique ou la télédétection, on parle ici d'indices de réflectance spectrale, ça peut nous aider à guider pour identifier des individus résistants qui sont probablement très rares dans le. Je m'excuse, je vais arrêter mon Teams. Je n'ai pas pensé donc, les individus qui sont vraiment super rares, dépendamment des espèces, et qui sont, dans le fond, ce qui nous arrive là, c'est que l'impossible est devenu possible. Il faut donc changer notre perception de la recherche sur la résistance des arbres et cesser de se dire que ça va prendre beaucoup de temps. Avec la sélection génomique, on l'a vu, on peut sélectionner des arbres pour les caractéristiques du bois, des traits contrôlés par plusieurs gènes, donc des traits complexes, et raccourcir les délais de sélection à pratiquement de 20 à 2 ans. Donc, c'est plus vrai, c'est vraiment cette perception-là. On doit développer d'abord et avant tout une approche centrée sur l'arbre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, comment y arriver? La première étape consiste donc à chercher des individus résistants ou moins affectés par la maladie. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit changer. On ne cherche pas de la résistance complète, mais à tout le moins des arbres qui sont moins affectés ou qui sont capables de récupérer. Et en utilisant la diversité génétique qui existe, et habituellement, chez les arbres, ce n'est pas ce qui manque. Je montre ici des photos que j'ai prises, entre autres à droite en juillet. Bon, on a des arbres qui montrent différents niveaux d'atteinte, mais encore là, on n'est pas certain que c'est sous contrôle génétique. Il faut d'abord il faut davantage faire de caractérisation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour le frêne, ce qui est arrivé, c'est que des collègues du US Forest Service en Ohio ont déjà identifié des individus qui ont survécu en nature ou en forêt après plus d'une vague d'infestation par la grille du frêne. En effet, depuis 2005 et avec vraiment très peu de moyens, le laboratoire de Jennifer Cook, qu'on peut voir ici sur la photo, et Kathleen Knight, une écologiste, les deux sont au Delaware, en Ohio. Elles ont repéré des arbres survivants dans les centaines de parcelles établies par Kathleen Knight. Donc, peu après, l'équipe de Jennifer a commencé à aller greffer les arbres potentiellement résistants, c'est-à-dire les arbres qu'ils observaient qui étaient plus lents à mourir, donc qu'elle dénomme lingering ash, donc les survivants. Ces arbres ont été greffés et en fait, les greffons ont ensuite été testés dans des conditions contrôlées pour arriver à déterminer si c'était vraiment une résistance d'origine génétique ou si c'était seulement dû à l'environnement. C'est-à-dire que dans le fond, on a réussi à déterminer et comparer leur degré de résistance à la grille du frêne. L'équipe a ainsi dû développer un bioessai. Prochaine diapo. On peut voir ici, en fait, la procédure. Ça consiste à inoculer des œufs sur le tronc des arbres, la diapo du milieu. Et après environ 9 mois, les arbres sont sacrifiés et ils sont examinés vraiment de très près. Donc, on regarde la dimension des galeries d'insectes, le pourcentage de larves mortes en fonction de leur stade de développement, le poids des larves et le pourcentage de dommages causés à l'arbre. C'est très long et c'est très fastidieux, mais ça fonctionne. Prochaine diapo. Ici, on peut voir un exemple sur le graphique de la variation observée entre plus d'une quarantaine de génotypes, donc des arbres sur lesquels on est allé prélever en forêt, on les a greffés, on les a regreffés plusieurs fois et on a inoculé finalement les œufs.
Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des individus qui sont beaucoup plus affectés, beaucoup plus endommagés que d'autres. Donc, ceux avec des hauts niveaux, des barres jaunes très élevées, c'est ceux qui sont le plus affectés. Et ceux qui montrent à pratiquement pas de dommages, ben, on voit pas l'histogramme. Donc, c'est vraiment ce genre de caractérisation qui peut se faire avec le bioessai. Prochaine diapo. Une fois que justement ce premier criblage-là en conditions contrôlées est fait, les individus les plus résistants sont regreffés et maintenant de plus en plus bouturés parce que le bouturage fonctionne bien. Et avant d'être croisés entre eux, parce qu'une fois qu'on a sélectionné les individus résistants, on veut les recroiser pour les tester à nouveau parce qu'il y a de la variation. C'est pas, comme je vous disais, c'est un caractère complexe, donc on observe encore une grande variation. Prochaine diapo. Donc, les arbres sont placés en verger ou dans un jardin comme ça et on doit attendre justement quelques années pour pouvoir obtenir suffisamment de fleurs, de pollen et faire les croisements et obtenir finalement des graines qu'on pourra tester. On va faire les germer, le bouturage est fait et on refait un criblage. Donc, les résultats du groupe de l'Ohio ont vraiment mené à la découverte de plusieurs facteurs de résistance et dans les populations naturelles de frênes, ce qui ouvre vraiment la voie à un programme de sélection des frênes et d'amélioration génétique. Donc, ce sont des résultats vraiment encourageants. Prochaine diapo, s'il vous plaît. De plus, le même bioessai a aussi servi à comparer le degré de résistance entre plusieurs espèces de frênes. On peut voir ici que par rapport le frêne Manchurica, donc le frêne de Chine, a des niveaux beaucoup plus élevés en fait, il tue pratiquement toutes les larves, n'arrivent pas à se développer. Donc, est beaucoup plus résistant que le frêne de Pennsylvanie et le frêne nigra, le frêne noir. Donc, encore ici, une fois, il faut faire attention au Fraxinus nigra. Là, il y a seulement quelques génotypes qui ont été testés. Mais bon, ce qu'on voit tout de même, c'est que le Fraxinus manchurica est vraiment très résistant. Prochaine diapo. Sauf que le frêne de Chine, manchurica et le Fraxinus nigra sont deux espèces très, très proches l'une de l'autre en termes du point de vue phylogénétique. On peut même les croiser entre elles. Donc, ça pourrait être une piste intéressante à explorer, ne serait-ce également que de comparer leur génome. Et c'est ce qu'une équipe en Angleterre a d'ailleurs commencé à faire. Donc, prochaine diapo. Comment sauver les frênes? C'est quelque chose, on peut voir en novembre 2018, j'étais très sceptique. J'ai l'air heureuse, là, mais c'est parce que je sortais d'une semaine intensive à passer dans un hôtel à décider de thématiques de recherche communes en santé des forêts entre le Canada et les États-Unis. Donc, mon collègue n'avait jamais vu le Capitole. On est allé, la seule fois où on est sorti, c'est à minuit soir pour aller voir le Capitole. Donc, à l'époque, j'étais vraiment, en revenant, j'étais très sceptique à savoir est-ce qu'on pourrait vraiment faire un projet sur les frênes compte tenu du peu de ressources qu'il y avait. Mais je suis allée l'année suivante, on est allé visiter et voir de nos propres yeux le laboratoire de Jennifer Koch et je pourrais vous dire que j'ai vraiment changé d'idée. En fait, on a dès lors commencé à construire justement un projet de recherche à plusieurs. Et finalement, c'est ce qui nous a permis de commencer à penser à développer ce type, à oser initier ce projet de recherche sur la restauration des frênes. Prochaine diapo. En fait, en préparation justement du dépôt de ce proposé-là, on a rencontré plusieurs parties intéressées et entre autres les villes. Beaucoup de villes nord-américaines sont vraiment intéressées par le projet et appuient le projet. Et dans ce cas-là, en fait, le projet, on l'a déposé en février 2020. Il consistait justement à développer des parcelles au Canada, développer ou vraiment avoir des centres de propagation aux États-Unis, au Canada,
améliorer finalement toute la partie criblage des génotypes résistants. Parce que présentement, la taille, le nombre d'arbres qui peuvent être testés par Jennifer est vraiment, c'est 400 individus par année, c'est pas suffisant. Donc, c'était vraiment, l'objectif, c'était d'optimiser la procédure et on pensait d'ici 5 ans obtenir à tout le moins avoir un ensemble de génotypes résistants pour suivre et faire les premiers tests. Mais la COVID est arrivée, les feux de forêt et les élections américaines, ce qui fait que le projet est un peu tombé au feuilleton. Par ailleurs, on a quand même continué à se concerter et on a demandé de notre côté à Yann de joindre au groupe pour développer une proposition du côté canadien et il se fait la même chose du côté américain. Donc, je laisse Yann expliquer en quoi se veut le projet, qui est de côté canadien un peu plus modeste que ce qui était, je dirais, aperçu, entrevu dans la version originale, mais tout de même qui va nous permettre d'avancer. Merci Yann. Merci Nathalie. Donc oui, moi je suis arrivée un peu plus tard dans le projet. Là, ça fait depuis 1 an et demi là, que j'ai commencé, que Nathalie m'a contacté pour voir si j'étais intéressée à joindre cette initiative et développer une demande de subvention en fait, du côté canadien pour pouvoir avancer le projet. Donc, on a décidé de lancer cette demande là qu'on a appelée Initiative de restauration du frêne et qui vise à développer et déployer des frênes résistants à la grille et aussi adaptés au climat. Parce que bien sûr, si on arrive à identifier des frênes résistants, mais qu'il s'agit d'un seul clone qui serait sensible à, par exemple, au changement de température ou à un autre pathogène qui arriverait, ce n'est pas intéressant. Donc, il faut toujours penser à maintenir la diversité génétique et à fournir des frênes qui résistent à la grille, bien sûr, mais qui aussi vont pouvoir perdurer dans les prochaines années. Donc, ce projet, en fait, on veut le présenter non seulement comme une façon de sauver les frênes, mais aussi d'en faire un peu une preuve de concept de cette approche. On voudrait démontrer la faisabilité de cette approche. Donc, vous avez vu tout à l'heure, il y a eu depuis le début des années 2010, il y a de plus en plus d'articles, d'opinions qui montrent que oui, il ne faut pas être découragé par le cycle de vie des arbres. Oui, on peut en théorie faire de la sélection d'arbres, mais en pratique, il n'y a pas grand-chose qui se fait encore et nous, on veut vraiment utiliser le frêne pour montrer que c'est faisable et que ça pourrait être appliqué à n'importe quelle espèce parce que de plus en plus, là on a la grille, mais de plus en plus d'espèces invasives vont arriver. On a le longicorne asiatique qui s'en vient, qui va toucher beaucoup d'espèces. Donc on veut vraiment démontrer que cette approche est faisable et pourrait être appliquée à n'importe quelle espèce. Donc, on a découpé cette approche, ce projet en 2 phases. Donc là, en ce moment, on est en train de chercher du financement pour la première phase, donc qui se ferait sur 5 ans. Donc, comme l'a dit Nathalie, cette première phase vraiment vise à identifier, à développer un peu la boîte à outils qui va nous permettre d'identifier les frênes résistants et d'obtenir le plus possible d'arbres qui ont démontré une résistance pour pouvoir, dans la seconde phase, mettre en place un programme de sélection d'amélioration génétique à partir de ces frênes résistants. Donc, la deuxième phase qui viendra dans les années 6 à 10 revient à faire vraiment l'amélioration génétique, c'est-à-dire croiser les frênes résistants, les propager et les déployer sur le territoire. Donc, pour le moment, on va juste parler de la première phase, puisqu'il faut d'abord passer par là pour arriver à la propagation. Donc, ce projet, on a 3 objectifs principaux pour ce projet. Le premier, c'est comprendre la dynamique de l'infestation par la grille pour aider à la détection des frênes persistants.
Donc, bien sûr, comme on dit, on veut arriver au bout de 5 ans à avoir des vergers de graines d'arbres résistants qui vont permettre d'avoir des descendants chez lesquels on va pouvoir augmenter le niveau de résistance. Mais pour en arriver là, on doit identifier les frênes résistants. Donc, pour le moment, on peut identifier en regardant un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les endroits qui ont été touchés par la grille. Donc, on va établir des parcelles de suivi à long terme qu'on va suivre. Donc, on verra plus tard, il y a des parcelles qui ont été établies au Canada dès les années 2008-2010 et qui ont été établies sur le front de colonisation de la grille. Donc, qui ont été établies juste au début de l'infestation, quand il n'y avait pas encore d'effet sur les frênes. Mais depuis maintenant 12 ans, la grille a vraiment fait des dégâts, mais on peut retourner voir maintenant qu'est-ce qui se passe et trouver des arbres qui ont survécu et qui pourraient potentiellement être résistants. Donc, il faut bien faire la différence entre les arbres qui sont plus longs à mourir et les arbres résistants. L'un n'est pas forcément synonyme de l'autre. Il peut y avoir beaucoup de facteurs aléatoires, environnementaux, qui font qu'un arbre ne va pas mourir. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de la résistance génétique sur laquelle on va pouvoir sélectionner dans le futur. Donc, le problème principal, c'est d'identifier ces frênes qui sont plus longs à mourir. Et pour ça, donc, on a les parcelles permanentes, mais on a besoin d'appliquer ces approches à des territoires très grands. Donc, on veut développer des outils de télédétection pour pouvoir identifier déjà identifier des frênes, parce que souvent, en dehors du frêne noir qui est en peuplement relativement pur, les autres frênes sont souvent mélangés. Donc, on veut des outils pour pouvoir détecter les frênes et pour pouvoir identifier des arbres morts et éventuellement des arbres qui ont survécu dans des peuplements affectés. Et l'autre moyen, bien sûr, on a besoin d'énormément de ressources pour parcourir de grands territoires. Donc, on voudrait développer une approche de science citoyenne. Donc ici, en fait, c'est une application qui a été développée par les Américains, TreeSnap, je pense qu'elle s'appelle, qui, je crois, est en train d'être traduite, si ça n'a pas déjà été fait, en français, et qu'on voudrait utiliser pour faire remonter les observations quand quelqu'un observe dans la nature un frêne qui n'est pas mort. Ils peuvent prendre une photo, mettre des notes et nous l'envoyer via cette application. Ici, c'est aussi le site, sur le site web de la Forest Genetic Conservation Association, qui est basée en Ontario. Ils ont aussi fait une page sur laquelle n'importe qui peut enregistrer quand ils trouvent un frêne qui n'est pas mort. Ils peuvent le prendre en photo et mettre toutes les informations sur ce site, ce qui nous permet après d'aller vérifier, de le greffer et de tester est-ce que ce frêne est vraiment résistant. Donc, le deuxième objectif, c'est d'étudier un petit peu la diversité génétique des frênes pour aider à la collection des semences et pour informer un petit peu le programme d'amélioration génétique. En effet, la diversité génétique, c'est vraiment le matériel brut de l'évolution. Donc, on a besoin de bien comprendre quelle est la variabilité génétique qui existe et quel est son lien avec l'adaptation au climat pour pouvoir sélectionner des arbres qui seront résistants au changement climatique, qui seront adaptés à l'endroit où on voudra les déployer. Donc, comment on va faire ça? Donc, la première étape, c'est de collecter des échantillons. Donc là, en ce moment, il y a un programme qui est dirigé par le Centre national des semences forestières, je ne trouvais plus le terme en français, et qui collecte des feuilles et des graines de toutes les espèces de frênes au Canada sur l'ensemble de l'aire de distribution. Donc ici, sur cette carte, on a les points qui ont déjà été collectés pour le frêne noir. Donc on a déjà beaucoup d'accessions, on en verra d'autres plus tard. Et à partir de ces échantillons, on va génotyper tous ces individus et essayer d'identifier la variation génétique qui est reliée aux conditions environnementales. Et à partir de ces informations, on va pouvoir créer des modèles de niche pour pouvoir déployer des arbres dans des endroits où ils seront adaptés.
Donc, au final, on voudrait obtenir quelque chose qui ressemblera à ça. Donc, ça, c'est les zones, les sites zones aux États-Unis qui permettent de dire si on prélève des zones à cet endroit, on va pouvoir les déplacer dans toutes les zones de la même couleur et ils seront bien adaptés. Donc, on va faire la même chose au Canada pour savoir où déployer les arbres qu'on va sélectionner. Donc, le dernier objectif qui est en fait un peu la base à tout ça, on a dit qu'on a besoin d'identifier la résistance des arbres. On va trouver des arbres qui sont plus lents à mourir, mais après, on doit savoir est-ce que c'est vraiment un signe de résistance génétique ou juste un hasard. Donc, l'identification des arbres qui résistent à la grille va nécessiter des méthodes haut débit. Et ensuite, on va aussi, ça sera probablement à la fin des 5 ans, en dernière étape, c'est développer des modèles de sélection génétique pour justement informer le programme d'amélioration génétique. C'est des modèles de sélection génomique ont montré qu'ils peuvent accélérer énormément le temps nécessaire au programme d'amélioration des arbres. Donc, comment on va faire ça? Donc, comme l'expliquait Nathalie, le bioessai qui est disponible maintenant consiste à mettre des œufs sur les frênes ou des larves sur les frênes, attendre 9 mois pour voir qu'est-ce qui est devenu de ces larves, est-ce qu'elles ont été tuées par l'arbre ou pas. Donc, en ce moment, la capacité du laboratoire de Jennifer Koch peut traiter 400 arbres par an, ce qui est absolument pas suffisant pour pouvoir screener un grand nombre d'arbres qui vont être nécessaires pour rentrer dans le programme d'amélioration génétique. Donc, on va avoir besoin de développer des approches beaucoup plus rapides pour savoir très rapidement, si possible, dès le stade de semis, on voudrait savoir est-ce que ce semis particulier est résistant ou pas, ou quel est son niveau de résistance, parce que c'est un phénomène quantitatif, ce n'est pas oui ou non, c'est le niveau de résistance. Donc, ce niveau de résistance, on aura besoin de le déterminer le plus tôt possible sans avoir à attendre 2 ans que l'arbre soit suffisamment gros pour pouvoir être soumis au bioessai. Donc, comment on va faire ça? En étudiant les relations moléculaires entre l'arbre et la grille, les frênes et la grille. Donc, en essayant de comprendre quels sont les signaux, comment un frêne résistant va affecter la physiologie de l'insecte et pouvoir identifier des biomarqueurs de résistance. Aussi, on va vouloir, Nathalie a expliqué tout à l'heure que le frêne de Mandchourie, qui vit dans l'aire de distribution naturelle de la grille du frêne et qui est résistant à cet insecte. Donc, le frêne de Mandchourie est le plus proche parent du frêne noir. Donc, on a 2 espèces qui sont très, très proches au point de vue phylogénétique, mais qui ont des phénotypes de résistance complètement opposés. Donc, en comparant ces 2 espèces, on espère pouvoir identifier qu'est-ce qui fait qu'un arbre, une espèce est résistante et l'autre pas. Donc ça, c'est vraiment les interactions moléculaires avec des approches de génomique, de transcriptomique, de métabolomique et de protéomique pour pouvoir vraiment identifier qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire chez des frênes résistants et chez l'insecte qui se nourrit sur ces frênes résistants. Donc ici, c'est juste un exemple de qu'est-ce qu'on pourrait obtenir au niveau métabolomique. Là, on imagine par exemple que les rouges, ce sont des frênes résistants, les bleus, des frênes sensibles. Donc, on va essayer de classifier les métabolites et à partir de ces métabolites, essayer d'identifier le niveau de résistance des arbres. Donc, si jamais on obtenait quelque chose comme ça, ce serait parfait. Là, on a 2 nuages de points très différents. Donc, dans ce cas-là, on dirait oui, on peut identifier la résistance à partir de ces métabolites. Mais là, c'est juste un exemple, on n'en est vraiment pas là. Et le dernier, une autre approche qu'on veut développer, c'est encore utiliser la télédétection pour identifier l'état physiologique de l'arbre. Donc, on sait que sur des cultures comme là, c'est du blé, je pense, avec de l'imagerie hyperspectrale, on peut identifier des effets de pathogènes qui sont invisibles à l'œil nu. Donc, on veut essayer de tester ces approches sur des frênes résistants, des frênes sensibles qui ont été affectés par la grille
est-ce qu'on peut, grâce à cette imagerie hyperspectrale, identifier des différences et identifier des frênes résistants? Donc, la dernière approche, c'est des études plus de génomique, d'association à l'échelle du génome complet pour identifier la variation génétique qui serait liée à la résistance. Donc, le problème de cette approche, qui est très puissante, c'est qu'il faut travailler sur un échantillon très grand. Il faut un grand nombre d'arbres résistants, un grand nombre d'arbres sensibles. Donc, on a toujours le problème d'identifier à haut débit des arbres résistants. Donc, c'est une limitation de cette approche. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le moment sur les frênes? Donc, comme Nathalie l'expliquait, au niveau canadien, en fait, on a le Centre national des semences forestières au Nouveau-Brunswick, le Service canadien des forêts, donc le Centre des Grands Lacs et le Centre de foresterie des Laurentides, qui travaillent sur les analyses génétiques et sur le transcriptome des frênes et le développement aussi d'un bioassay au niveau du Canada. Aux États-Unis, on a plusieurs équipes qui travaillent depuis longtemps, donc qui sont beaucoup plus avancées que nous, donc qui ont développé l'application TreeSnap. Il y a une nouvelle application là qui est en cours de développement, qui sera beaucoup plus flexible. On a le service USFS, le service américain des forêts, qui travaille surtout ici en Ohio sur les frênes de l'Est, mais on a aussi une équipe qui travaille sur les frênes de l'Ouest qui pour le moment ne sont pas encore affectés, mais qui vont, la grille va bientôt arriver là-bas probablement. Et plusieurs universités qui travaillent au niveau analyse chimique, donc à l'analyse métabolomique, et sur l'ADN, séquençage de génome, transcriptomique et diversité génétique de ces espèces. Donc, il y a plusieurs équipes qui travaillent là, avec qui nous collaborons pour essayer de faire avancer cette initiative. Donc, ici, au niveau du Canada, le projet qu'on est en train qu'on va bientôt soumettre normalement, est supporté par beaucoup de partenaires. Donc, bien sûr, on a le Ressources naturelles Canada, qui a été l'initiateur du projet, mais on a aussi le ministère des Forêts, Faune et Parcs du Québec qui est impliqué dans ce projet. On a la ville de Montréal qui est aussi très, très impliquée, plusieurs communautés, plusieurs Premières Nations, donc le Conseil Mohawk de Kanawake et le Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Donc, eux, ils sont très intéressés par la sauvegarde du frêne noir en particulier, qui est très important, comme le disait Nathalie, culturellement et pour la fabrication de paniers. C'est la seule espèce qui peut être soumise au battage et qui permet de faire des paniers. Donc, pour ça, il n'y a pas vraiment de remplacement. Si le frêne noir disparaît, c'est toute cette culture qui va disparaître. Et on a aussi une grosse pépinière du sud de l'Ontario. Donc, c'est la plus grande pépinière, en gros, de l'Ontario, peut-être même du Canada, je ne suis pas sûr, mais c'est vraiment un très, très gros joueur qui est très intéressé, en fait, pour retrouver des frênes dans son catalogue et pour nous aider à développer des frênes résistants. Donc, je vais laisser Nathalie finir. Merci, Yann. En fait, quoique il s'agit ici d'une initiative qu'on veut présenter, on est en train de faire des demandes de financement. On a quand même un peu de financement qui nous a permis de commencer, entre autres, toute la partie collection des semences, puisque en attendant de développer ou d'avoir vraiment un programme d'amélioration ou de sélection de frênes résistants, il est urgent de vraiment aller chercher les semences, surtout que certaines espèces produisent des semences à tous les 5 à 7 ans. Donc, depuis plusieurs années, je dirais plus de 5 ans, on a assemblé une collection de semences qui se poursuit. Donc, c'est mon collègue Donnie McPhee du Centre national des semences forestières au Nouveau-Brunswick de Fredericton qui est responsable de la collection. C'est vraiment comme lui aime le dire, un backup plan parce que si on ne retrouve rien, à tout le moins, il y aura des semences pour les générations futures.
En parallèle, on fait aussi on fait des collections de feuilles pour l'étude du paysage. Comme Yann l'a mentionné, c'est vraiment important de bien connaître la structure génétique des populations en termes d'adaptation, surtout dans un contexte de changement climatique. Donc, la collection, on a plus de 200 frênes noirs de récoltés, du frêne du Fraxinus americana et du Pennsylvanica. Le but, c'est aussi de faire le pont avec nos collègues américains puisqu'on n'est pas autorisé à aller aux États-Unis. Ça a beaucoup ralenti nos efforts, mais quand même, on a quand même une bonne couverture. Ces efforts-là se poursuivent. On va justement mener le génotypage au printemps prochain. Donc, on espère finaliser nos collections l'hiver prochain. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est un exemple justement des parcelles en Ontario qui ont été établies par ma collègue de Sault-Sainte-Marie, Isabelle Aubin, et son équipe. Justement, il y a un certain nombre de parcelles. Dans certaines ont été revisitées cet été, puisque l'année passée, ce n'était pas possible. Et il semblerait qu'on ait peut-être quelques candidats qui pourraient être soumis, mais il s'agit de frênes de Pennsylvanie qui pourraient être potentiellement résistants. Donc, on va vraisemblablement... oups, je vais être déconnectée. Donc, Bon, il semble y avoir un problème avec Nathalie, donc je vais reprendre la suite. Donc oui, ça, c'est les parcelles qui ont été installées par Isabelle Aubin en 2010. Donc, il y avait les sites historiques où la grille est arrivée en premier. Donc, c'était à peu près 8 ans après l'arrivée de la grille. Mais les autres sites ont été mis juste au moment où la grille commençait à être détectée pour vraiment avoir une vision avant-après. Et l'installation de placettes continue. Donc là, et sur cette carte, on n'a pas les placettes de frênes noirs qui ont été rajoutées. Là, on a 26 nouvelles placettes qui ont été installées spécifiquement dans des peuplements de frênes noirs. Et on voudrait, dans les 2 années prochaines, installer 50 nouvelles placettes vraiment sur le nouveau front, là, qui continue toujours à monter, sur le nouveau front d'attaque de la grille du frêne. Donc, merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Donc, comme on le disait, ce projet est vraiment une collaboration entre plusieurs organismes et entre le Canada et les États-Unis. Donc, voici l'ensemble des personnes là qui sont impliquées dans ce projet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Oui, merci Yann et Nathalie, qui j'espère va revenir Oui. momentanément, mais c'est vraiment fascinant, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour la présentation très claire, très informatif. Donc, je suis certaine qu'on aura quelques questions de la foule. Je vais surveiller peut-être Natacha aussi pour les petits mains qui se lèvent pour poser une question. Je m'excuse, je suis revenue. Je suis désolée, mon ordinateur a démarré une mise à jour. Oh, parfait. Oh, on aime ça à Microsoft, hein? Oui, on aime vraiment ça, surtout que ce n'est pas nous qui contrôlons. Oui, justement, complètement imprévisible. Donc, je peux lancer la balle parce que moi, j'ai noté plusieurs questions. Pour vous, exemple, comment on va intégrer, par exemple, le fait qu'on doit peut-être faire migrer des espèces vers le nord, que les populations ou des zones qu'on a actuellement vont être plus applicables à peut-être une autre zone dans quelques années. Est-ce que il y a une façon d'intégrer ça ou ça serait comme post tout ce travail-là? C'est vraiment l'approche de génomique du paysage qu'on appelle qui va nous aider à traiter ça parce qu'en effet, là, il faut qu'on s'assure que les arbres qu'on va réintroduire seront adaptés au milieu où on les met.
pas Oui. seulement maintenant, là, parce que c'est sûr que maintenant, bon, on sait à peu près où les mettre, mais il faut qu'on sache où ils vont survivre dans 50, dans 100 ans. Donc oui, en effet, il faut vraiment prendre en compte les changements climatiques et ces modèles qu'on veut développer qui intègrent bien sûr les caractéristiques écologiques de l'espèce, mais aussi l'information génomique, nous permettront de prévoir, on va pouvoir les mettre en lien avec des modèles climatiques et dire voilà, suivant différents scénarios, on va avoir telle et telle condition. Donc, ce sont ces sources de graines-là qui seront adaptées à ces conditions dans 50, dans 100 ans. Donc oui, bien sûr, il faut le prendre en compte dès maintenant pour ces problématiques. Oui. D'autres questions de la foule? Oui, Louis. Oui, merci Nathalie et Yann, présentation très intéressante. Moi, je suis un pathologiste et puis dans le cas de maladies épidémiques, souvent les pathologistes, on a tendance à dire si on a 2% de survivants, c'est une très bonne nouvelle parce qu'à partir de 2%, on peut travailler. Je me demandais c'était quoi à peu près les pourcentages de résistance que vous estimez chez les frênes face à la grille du frêne? Est-ce qu'on est de l'ordre du pourcent ou de moins de 1%? Nathalie, tu veux répondre? C'est moins que ça. Là. Oui, c'est moins que ça. En fait, ça dépend de l'espèce. Pour le frêne de Pennsylvanie, on parle de 1 sur 10 000. Alors que le frêne noir, ça serait peut-être plus élevé, mais c'est vraiment les perles rares qu'on recherche. Ouais. Donc, on n'a pas le choix d'avoir vraiment des outils de criblage là, efficaces. Ouais. Sur le frêne noir, il y a un peu plus d'espoir. On n'a pas vraiment de frêne noir résistant encore, mais il y a eu le laboratoire de Jennifer Koch a fait des tests sur juste des lots de semences qui n'ont pas été sélectionnés, juste des lots de semences qu'ils avaient de frêne noir. Et elle a observé énormément de variations au sein d'une même famille, avec certains arbres arrivaient à tuer 80% des larves, alors que d'autres en tuaient aucune. Donc, il semble y avoir plus de variations au sein du frêne noir, ce qui serait une bonne nouvelle pour le programme d'amélioration génétique. Merci. Monsieur Bécou. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Et voilà, moi, je voulais juste demander c'est un peu par rapport aux organes attaqués par, disons, l'espèce, disons, l'insecte. Quels sont les différents organes sur l'arbre qui sont attaqués par les espèces? S'il y a des feuilles ou des branchettes, tout ça là, bon, vu que ça prend une certaine quantité pour pouvoir valider certaines choses, à part la pépinière, est-ce qu'on peut pas envisager quelque chose en serre pour pouvoir essayer de tester davantage à terme, disons, comme à partir des feuilles, si c'est des feuilles qui sont attaquées, je ne connais pas les organes qui sont attaqués, est-ce qu'on ne peut pas mettre au point un test précoce à partir des feuilles, par exemple, pour pouvoir essayer de tester un maximum de trucs à base, disons, au stade juvénile, et essayer de comparer, de faire des observations parallèlement en champ pour voir si on peut valider à peu près les informations de façon beaucoup plus précoce par rapport au délai d'observation en champ réel. Ouais. Donc, au point de vue des organes touchés, les feuilles sont touchées par les adultes, mais ce n'est pas ça qui va tuer l'arbre. C'est un insecte qui va se nourrir des feuilles, ce n'est pas dramatique. Le problème, c'est les larves qui vont se développer dans l'écorce, dans le tissu vasculaire, et en fait, ils vont anneler l'arbre et empêcher le transfert de sève, et ça va tuer l'arbre. Donc, c'est le cambium, et en effet, le laboratoire le Centre de foresterie des Grands Lacs travaille sur essayer de développer des diètes artificielles pour la grille et essayer d'avoir quelque chose en laboratoire. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut. En effet, il faut avoir un outil beaucoup plus précoce pour détecter la résistance. Donc, oui, bien sûr, il y a des travaux qui se font en serre et en laboratoire pour essayer de trouver
un proxy, si vous voulez, Ouais. de la résistance. Oui. Ah, OK. Bon, ben merci, ouais, c'est beau. Merci beaucoup. Merci. Il y avait une question dans dans le chat, juste peut-être rapide. Quand est-ce que l'application pour les citoyens, quand est-ce que ça pourrait être disponible? Nathalie, je te laisse. En fait, présentement, il y a l'application TreeSnap qui existe, mais le groupe de Megan Staton est en train d'en développer une plus particulière, en tout cas plus spécifique pour le frein, avec une composante qui va être, bon, il y a l'approche citoyenne, le citoyen ordinaire, mais une approche avec aussi un niveau pour des gens qui sont un peu plus expérimentés pour qu'il y ait quand même un certain triage qui se fasse. Donc, c'est une question de, je dirais, de quelques mois là, avant que ça soit disponible. Okay. Parfait. Jean-Pierre? Oui, bonjour. Nathalie, tu te doutes que quand je suis là, tu ne peux pas échapper aux serres de Longueuil quand on parle du frein. Je me demandais si ces freins-là, les jeunes sont soumis à un autre problème, celui du broutement par les cervidés dans l'air que tu montrais, qu'on a vu dans vos cartes. C'est vraiment un secteur qui est souvent problématique. Penses-tu qu'il y aurait des tests à faire pour voir si les génotypes que vous allez retenir, les résistants que vous allez pouvoir identifier, ne pourraient pas avoir aussi certaines résistances au broutement là, pendant la phase de croissance, là, quand ils sont petits? C'est une bonne question, Jean-Pierre. On est déjà préoccupé, on doit agir sur plusieurs fronts. Il y a une préoccupation encore plus importante, c'est qu'il y a aussi un champignon en Europe qui se propage sur le frein et ce n'est qu'une question de temps qu'il arrive aussi en Amérique du Nord. Pour ce qui est du broutement, comme les feuillus, je pense que les chevreuils adorent les feuillus. Je ne sais pas, je ne connais pas assez bien les interactions herbivores, frein dans ce cas particulier, mais je pense, en tout cas, ce qui est intéressant peut-être avec les approches de génomique, c'est que maintenant, on va pouvoir faire de la sélection multicritère et non pas seulement sur un trait. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir garder à l'esprit. Je n'y avais pas pensé. Je dois l'admettre. Et tu es bienvenue si tu veux te joindre. Laurence, la prochaine question. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est moi qui fais le projet là, du CRMR sur les propriétés du bois. Fait que là, c'est sûr que ça m'interpelle beaucoup votre projet. J'avais déjà vu une présentation de vous, mais là, je trouvais que c'était encore plus clair. C'est vraiment intéressant. Puis là, je suis un petit peu mêlée dans les graphiques que vous avez montrés aussi là, par rapport aux différences entre le frein de Chine, le frein noir. J'avais comme compris que le frein, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, là, mais de Chine, je pense, était comme plus résistant peut-être à la grille potentiellement. Est-ce que c'est bien ça? Parce que c'est ça. Le frein de Masurica, tu vois, là, en fait, il tue beaucoup plus de larves. Les larves ne se développent pas sur les essais avec les bioessais. OK, c'est ça. Puis le frein noir, c'est moins évident aussi parce que les peuplements sont plus peut-être moins accessibles aussi. Là, mais est-ce que ce serait possible, mettons, de croiser les deux ou de faire un genre de frein hybride qui ait les propriétés physico-mécaniques, c'est ça, du frein noir, mais en ayant en fait, ça a déjà été commencé en Ohio. Donc, il y a déjà des croisements interspécifiques de fait. Il y a aussi, cette approche-là a été utilisée dans le cas du châtaignier américain. Je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire, là. Je pourrais t'envoyer des références. On a fait un numéro spécial dans Evolutionary Application, puis c'est le cas d'une espèce qui est pratiquement disparue à cause d'un champignon. Et dans ce cas-là, on a aussi, d'origine asiatique, on a aussi entrepris de faire des croisements entre les espèces, entre le châtaignier américain puis l'espèce asiatique. Cependant, c'est quand même, encore une fois, un processus très, très long.
Dans ce cas-ci, on sait que le frêne de Mandchourie et le frêne noir ont vraiment, avec les avancées qu'on a aujourd'hui, on sait qu'ils ont les mêmes gènes. C'est juste que la forme sous laquelle ils s'expriment varie un peu. Et c'est ce qu'on aimerait davantage comprendre pour aller peut-être garder davantage le frêne noir. Mais oui, ça reste une option non négligeable. OK. Ben, merci. En tout cas, j'espère qu'on pourra s'en reparler. Oui. Ben, je vais rajouter quelque chose aussi. Ta question me fait penser, oui, ça c'est un facteur aussi qu'on a commencé à discuter vu qu'on travaille avec les Premières Nations. Ce serait intéressant aussi d'intégrer ces aspects biomécaniques, là, essayer de voir si on pourrait identifier des marqueurs parce que c'est ça, mais il y aura clairement des liens à faire avec ton groupe. Super. La prochaine question, oui, là, Jean-Cyril. Allô, merci beaucoup pour la présentation, vraiment très intéressante, de très belles informations et aussi au niveau de la clarité du message. J'ai une petite question qui va se séparer en deux volets. En fait, vous parlez justement de résilience des frênes sur lesquels vous travaillez et que ce serait des éléments à garder au niveau d'une longue période en cas de changement, que ce soit de nouveaux pathogènes ou de nouveaux insectes ravageurs, mais également au niveau peut-être des changements de conditions climatiques qu'on attend, qui vont changer très bientôt. Donc, pour ça, vous avez parlé un peu de classification de métabolites et je me demandais à quel niveau va s'étendre votre classification. Est-ce que vous allez vous arrêter à tout ce qui est métabolites présents de manière constitutive ou également induits par que ce soit les pathogènes ou les insectes ravageurs? Oui, donc c'est ça. En fait, les études qui sont menées aux États-Unis montrent qu'ils arrivent à classifier relativement bien les arbres résistants et les arbres sensibles à partir du métabolome, mais que cette classification tient vraiment à l'intérieur d'une famille. Donc, il semble y avoir des voies différentes au sein d'une famille. On a des mécanismes qui identifient bien les individus sensibles et résistants, mais ce n'est pas les mêmes métabolites qui apparaissent dans les différentes familles. Et ce sont des métabolites induits dans ce cas-là. Mais dans la littérature, en fait, il y a déjà des études qui ont été faites qui semblent montrer qu'il y a une réponse constitutive, donc il serait plus simple. Si c'était le cas, ça nous simplifierait la vie là, pour le bioessai, parce qu'on n'aurait pas besoin d'induire les arbres. Mais les premiers résultats des Américains semblent montrer que c'est plutôt induit. Donc, on a encore du travail, bien sûr. On voudrait trouver du constitutif, ce serait vraiment l'idéal si c'était possible. D'accord, parfait, merci beaucoup. Merci. On a 2 questions dans le chat, puis aussi une question de Ilga. On va peut-être remplir notre temps. Corinne, je pense qu'il était à Montréal, parle de Fraxinus mandchurica, qu'on voit qui est plus résistant. Est-ce qu'il y a savez-vous s'il y a des municipalités nord-américaines qui ont déjà travaillé avec la mandchurica pour le mettre en ville et si oui, est-ce qu'ils ont des résultats? Nathalie, je ne sais pas. Nathalie, ça, je ne sais pas. Je sais que Mandchurica est quand même utilisé dans l'Ouest. En fait, il y a un cultivar qui est produit au Manitoba, puis qui est distribué. Mais autrement, je ne connais pas les résultats qui ont été obtenus, mais c'est une bonne idée. Là. On devrait peut-être aussi regarder de ce côté-là en termes de recensement de la résistance. Mais il me semble que Jennifer a quand même travaillé. En fait, on avait beaucoup de retard à rattraper de notre côté des frênes. L'histoire de la recherche sur les frênes, c'est vraiment très nouveau au Canada et surtout au Service canadien des forêts. Donc, je ne connais pas l'état des lieux, mais c'est une question que je vais poser parce que Jennifer a beaucoup travaillé aussi avec les municipalités. Donc, ils doivent avoir également une idée là, du taux de résistance dans les villes si, entre autres, si Mandchurica est planté. Il semble que dans le milieu en Chine, en fait, le Mandchurica est plus sensible quand il est isolé
par rapport au peuplement naturel. Donc, il semble y avoir des facteurs, il y a eu plusieurs articles là-dessus, il semble y avoir des facteurs environnementaux aussi qui vont augmenter ou diminuer sa résistance naturelle. Donc, en ville, je ne peux pas répondre, mais ça pourrait peut-être être un problème parce que dans les milieux perturbés, il semble être plus sensible à la grille. Jean-Claude mentionne dans le chat que la Ville de Québec semble utiliser le frêne asiatique, mais on n'a pas encore peut-être des résultats pour sa résistance. En fait, je pense qu'un des messages, c'est que ça serait important, c'est que ce n'est pas non plus de planter le même clone de frêne asiatique partout. Là. C'est toujours la question de diversité qui est manquante dans ce type d'approche-là. Et tôt ou tard, c'est ce genre de choses qui créent la pression de sélection. Donc, puis je ne sais pas si au moment où j'ai été coupée, il y a un message important qu'on voulait passer. Le monsieur Loïc m'a fait penser qu'on avait parlé d'un message. Mais le message, c'est que si on veut trouver de la diversité et des arbres résistants, il ne faut pas tous les couper avant que la grille arrive. Oui. Donc ça, c'est un de nos messages. On comprend qu'en termes d'infrastructure, c'est important pour la sécurité des gens, mais moi, j'ai vu des endroits dans ma ville, à Lévis, où les arbres ont été coupés, mais il n'y avait comme pas d'agrille, pas de danger. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on laisse des frênes malheureusement peut-être mourir, mais si on veut retrouver ceux qui sont résistants, ben il faut laisser un peu la nature agir. Autrement, si on coupe tout avant que la grille du frêne arrive, on ne trouvera absolument rien. Là. Louis? Oui, une petite question rapide. Nathalie a fait référence justement au croisement interspécifique, notamment dans le cas là, des châtaigniers d'Amérique contre la maladie du chancre du châtaignier. Dans le cas, par exemple, de la maladie hollandaise de l'orme, que je connais, sur laquelle je travaille, ça fait des décennies que les améliorateurs ont recours au croisement interspécifique. Or, depuis quelques années, on remarque dans certaines juridictions, beaucoup de résistance à ça. Notamment, les Espagnols ont décidé d'éliminer l'orme sibérien de leur programme d'amélioration pour n'utiliser que des ormes indigènes. Oui. Et aux États-Unis, ça a été un peu la même approche, entre autres parce qu'ici, l'orme de Sibérie, par exemple, qui s'hybride spontanément avec l'orme rouge, est considéré comme une espèce envahissante. Je me demandais si ce genre de problématique est un peu est dans l'horizon des travaux sur les frênes. En fait, Louis, moi, je travaille beaucoup sur justement l'hybridation d'espèces exotiques et indigènes. Et depuis, j'ai beaucoup travaillé sur les peupliers. Et, en fait, je pense qu'il y a vraiment besoin à ce moment-là de travailler davantage avec les citoyens. Le cas de l'orme de Sibérie, c'est vraiment une espèce envahissante. Là. Dans d'autres cas, je vous dirais, il faut regarder un peu en termes de services écologiques. Qu'est-ce qui est notre priorité et si l'espèce, entre autres, a produit des fonctions écologiques, comme j'ai vu, moi, dans les parcs de conservation en Alberta, il y a des peupliers russes qui sont des hybrides entre le peuplier de Sibérie et le peuplier le Populus nigra, qui est une essence, en fond, c'est un hybride européen asiatique. Et cet arbre-là est planté dans les parcs de conservation parce que les gens ne le savaient pas. Et ce n'est pas une espèce envahissante. En fait, ce sont des arbres qui remplissent des services écologiques parce que en aval de ça, on a détruit, finalement, on a commencé à réguler le débit des rivières. Donc, on a empêché l'essence indigène de se régénérer par elle-même. Donc, il faut vraiment connaître notre histoire, puis justement travailler avec ces choses-là, puis combattre aussi ce qu'on appelle les mythes par rapport aux essences exotiques. Les hybrides interspécifiques ne sont pas tous envahissants. Je pense qu'il faut montrer qu'on est quand même aux aguets, puis c'est sûr que si on allait dans un programme où on ferait de l'hybridation, c'est des choses pour lesquelles on ferait des suivis. Et on a quand même de l'expérience dans le domaine, puis c'est quelque chose qu'on peut facilement faire avec des outils génomiques, parce que c'est certain que si on a des frênes résistants qu'on maintient dans des programmes, ils auront leur empreinte génétique. On pourra suivre aussi même leur impact dans plusieurs décennies, puisque chacun aura un patron unique. Donc, tu sais, c'est vraiment, oui, c'est une préoccupation. Merci. Je
pense une dernière question, parce qu'on est proche de notre temps limite. Monsieur Bécou, dans le chat, oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres ravageurs aussi dommageables comme la grille? Comment on intègre les autres résistances dans la sélection de matériel? Exemple, Nathalie, tu as parlé de le champignon qui pourrait venir d'Europe. Comment on pourrait déjà, est-ce qu'on peut déjà intégrer la résistance dans le programme? Ben, en fait, c'est que là, on ne pourra pas on n'importera pas la maladie pour la tester. Là. Donc, c'est avec des collaborations avec des collègues européens, je pense, qui va devoir se faire. Là, mais je pense qu'il va falloir rester à l'affût. Et le frein, ben, c'est un exemple, mais comme Yann le mentionnait précédemment, tout ça, ça va arriver aussi pour d'autres espèces. Peut-être même, on ne le sait pas, qu'est-ce que l'avenir nous réserve. On le vu avec la COVID, les choses peuvent aller très vite. Donc, je pense que c'est de maintenir des réseaux parce que justement, à partir du moment où on a des maladies ou des insectes, ben là, on se retrouve avec des barrières en termes d'échange, on est très, très limité. Donc, oui, on va essayer de rester, c'est sûr qu'on va rester à l'affût. Oui. Ouais. Non, mais j'ai posé la question juste parce que je ne sais pas si là où vous travaillez actuellement, est-ce qu'à part la grille, il n'y a pas d'autres ravageurs ou bien c'est mineur? C'est un peu ça parce que s'il y a d'autres ravageurs, parce que là, si on crée ça et que d'autres sont potentiellement, peuvent s'attaquer potentiellement au matériel qu'on est en train de créer, c'est dans ce contexte-là que je dis. Et je demande s'il y a déjà d'autres ravageurs potentiels en vue. Est-ce qu'on ne peut pas les intégrer tout de suite ou bien comment vous envisagez? C'est dans ce contexte-là que j'ai posé la question, s'il vous plaît. Merci. En fait, en tout cas, présentement, c'est vraiment la grille, notre principale préoccupation, et la caralose là, qui est en Europe. Mais c'est certain que si... j'imagine qu'à partir du moment où on aurait un bioessai qui est au point, ben peut-être qu'à ce moment-là, d'autres équipes pourront tester aussi pour d'autres potentiels ravageurs, parce qu'on sait il pourrait arriver aussi d'autres insectes exotiques. Là. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une approche qui permet de maintenir la diversité génétique, justement, pour pouvoir répondre à une autre menace. Parce que les approches, par exemple, de modification génétique, là, qui sont très, très en vogue, souvent, on produit des clones résistants, mais là, c'est très facile, soit pour le ravageur de contourner cette résistance, soit de devenir sensible à autre chose. Ça, on le voit pour les cultures agricoles, là. Il faut vraiment garder la diversité génétique qui va nous permettre de résister à de nouvelles menaces dans le futur, là, pas juste se concentrer sur une menace maintenant. Dernière petite question rapide. Est-ce qu'il faut s'attendre à une perte généralisée dans les milieux avant de pouvoir effectuer une réintroduction, comme par exemple le châtaignier? C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. En fait, on a discuté de comment, si on avait des sujets résistants, je pense qu'on ne voudra pas faire de la réintroduction de façon immédiate. On va d'abord faire, comme on disait, des petites pouponnières, vraiment des pépinières où on a déjà parlé avec différents participants au projet, d'endroits où on pourrait faire le suivi, là, comme les soins intensifs là, de nos freins résistants avant de penser à faire de la distribution, parce qu'il y aura un plan de déploiement à établir, parce qu'on ne voudra pas non plus remettre ces freins-là dans des conditions trop stressantes au départ. Tu sais, il va falloir y aller par étapes, je pense. Oui. Oui, c'est intéressant. C'est tout un défi hein, de réfléchir sur le déploiement par la suite. Oui. Dans le paysage, en relation avec d'autres arbres, c'est vraiment... oui, c'est... dans le cadre du frêne noir en particulier, le problème, c'est que quand le frêne noir disparaît, le milieu change après, donc on n'est pas forcément capable de le remettre au même endroit, donc ça apporte de nouveau des défis différents. Oui, puis on perd ses habitats aussi au développement, comme pour l'orme américain, là, on a perdu beaucoup de ses habitats avec le temps. En tout cas, dans le sud, c'est difficile. Ben, moi, merci énormément, c'est vraiment fascinant. Moi,
j'adore écouter ça et penser de tout ce qu'il y a devant nous, surtout avec tout le complexe d'insectes et pathogènes qui arrivent chez nous. C'est vraiment on a besoin de beaucoup de recrues. Donc, les étudiants qui écoutent, là, on a besoin de vous, des armées. Donc, merci. Et ça va être sur CEF TV dans quelques semaines ou dans un peu de temps pour les gens qui ne pourraient pas ou qui veulent rattraper. Et Natacha, est-ce qu'il y a d'autres conférences dans les prochaines semaines? On va avoir une prochaine conférence de Maxence Martin très bientôt, le début décembre. Je n'ai pas la date, ce sera pas long. En attendant, je m'excuse encore pour la mise à jour de mon ordinateur. Le 2 décembre. Le 2 décembre à 11h, donc Maxence Martin va présenter une conférence. Excellent. Donc, merci encore. Et on va suivre vos travaux avec beaucoup d'intérêt, je suis certaine. Et pour les villes, on est vraiment intéressés. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, merci. Plaisir. Bonjour tout le monde. Merci de votre participation.